Dala. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans les titres, nous allons parler des totems encore une fois. C'est un sujet qui m'a valu beaucoup de réponses, beaucoup de messages et de questions. Et je voulais aussi adresser justement en partie ces questions-là, ces réflexions et les échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Donc je sais qu'il y a une difficulté un peu pour certaines personnes de comprendre un peu la base du totem et la relation qu'un individu ou une famille ou une communauté peut établir avec une entité comme une certaine espèce animale. Mais je voulais souligner que justement les totems ne s'arrêtent pas au monde animal. Les totems touchent tous les royaumes qui sont connus de l'homme. Et les deux que je vais parler dans cette vidéo concernent justement le monde des minéraux et le monde des plantes. Donc, avant d'entamer dans ces deux nouveaux domaines, je voulais d'abord vous souligner quelques petites choses qui répondra sûrement aux questions qui m'ont été envoyées assez récemment. Donc, tout d'abord, il y a le concept de l'animal. L'animal, par exemple, l'animal carnivore et l'animal herbivore ou l'animal omnivore. Et je pense que je l'ai un peu abordé et adressé dans mes vidéos précédentes sur le totem animalier, en disant qu'un totem carnivore aura certaines difficultés avec une personne qui est végétarienne. Le totem ne va pas changer sa nature selon l'individu qui voudrait s'y connecter ou s'y associer. Donc il faut vraiment prendre ça en mesure, et ce n'est pas pour dire que l'animal carnivore est tueur ou doit être négatif. Tout ça, ce sont des projections qui viennent de votre perspective, de vos croyances et de vos valeurs. Quand le lion tue pour manger, il le fait pour manger, il ne le fait pas n'importe quand, il ne le fait pas n'importe comment, il ne le fait pas aussi avec n'importe quelle quantité. Généralement, quand les lions vont à la chasse, le butin de leur chasse va leur donner de la nourriture pour plusieurs jours et ça va leur prendre plusieurs jours aussi pour digérer. Donc, contrairement à l'homme qui va peut-être aller acheter de la nourriture, le mettre au congélateur et puis on peut en acheter plusieurs, on peut avoir un frigo plein de nourriture et manger même lorsqu'on n'a pas faim. Ce n'est pas le cas pour les animaux dans leur état naturel. Les animaux vont chercher à manger lorsqu'ils ont faim. Ils ne vont pas chercher à tuer pour le plaisir, ni à tuer pour faire du gaspillage, si on veut. Ça, c'est vraiment une projection de nous-mêmes. Oui, bien sûr qu'il y a des bagarres et bien sûr que justement, il y a aussi la protection du territoire. Et je pense que j'en ai déjà parlé un peu en disant un lion peut être amené même à protéger une espèce qui est généralement une de ses proies lorsqu'un prédateur va entrer sur son territoire. Parce que justement, il y a un rythme de vie, il y a une biodiversité. Chaque entité vivante joue un rôle dans la biodiversité, dans l'équilibre et la balance qui doit être maintenue dans l'environnement pour s'assurer que des espèces ne disparaissent pas. Le lion est bien conscient qu'il ne peut pas tuer toutes les gazelles ou alors il va mourir de faim. Il sait aussi qu'il ne peut pas le faire n'importe quand ou n'importe comment. Un des principes fondamentaux aussi, c'est quoi? C'est que lorsque un animal qui a des prédateurs met au monde son petit, le petit doit très rapidement apprendre à pouvoir se déplacer. Et lorsque, justement, c'est le moment de chasse pour des prédateurs, les animaux qui sont le plus généralement pris sont les animaux qui sont âgés ou les animaux qui sont trop jeunes et incapables de courir ou de maintenir le rythme. Et souvent, on va voir des troupeaux qui vont avoir justement des mâles encadrer les enfants ou les petits pour éviter justement qu'ils se fassent prendre. Mais donc, on voit qu'ici que c'est pas juste un hasard. Il ne s'agit pas ici de vouloir de projeter nos propres aspirations ou inspirations et de vouloir que le lion se transforme en un végétalien et qu'il vous suive dans votre mouvement. Okay? Il s'agit ici de regarder les animaux dans leur état naturel et puis même d'aller jusqu'à regarder d'un état qui a été le moins possible manipulé par l'homme, où justement il y a le moins d'effets biochimiques non naturels procédés qui viennent d'une implication de l'homme, ou que c'est un animal qui n'a pas été domestiqué, qui n'a pas été programmé à un comportement qui n'est plus naturel, où il ne se comporte plus comme il devrait le faire dans son état naturel. Donc par exemple, un de ces comportements-là, c'est qu'un animal doit être capable de pouvoir trouver sa propre nourriture.
On retrouve maintenant que certains animaux, comme le chien, qui est domestiqué, qui est programmé, si on le laisse dans un appartement sans personne, etc., il ne va pas pouvoir se nourrir, il ne va pas pouvoir trouver à manger. Certains animaux domestiqués qu'on libère dans la nature sont incapables parfois de trouver leur nourriture et de subvenir à leurs besoins et peuvent justement mourir de faim comme ça. Donc il y a ce côté fondamental qui est que l'animal lui-même sait qui il est. Il sait où est son rôle dans le cycle de vie et dans l'environnement, dans la biodiversité. Et c'est un peu à nous, êtres humains, de nous reconnecter à savoir quel est notre rôle à nous-mêmes et de comprendre cela pour pouvoir mieux interagir. Et c'est ce que les peuples indigènes, pour la grande majorité, ont fait. Ils essayent de vivre, de comprendre leur environnement et d'y être en harmonie. Donc de ne pas défaire ou perturber la nature, mais de plutôt réaliser quel est le rôle à jouer et de jouer ce rôle-là. Donc, maintenant qu'on a fini de parler un peu et j'ai donné quelques clarifications quant au rapport du totem animalier, je pense qu'il y a eu des questions qui m'étaient venues en termes de personnes qui mangeraient les totems des autres, etc. Tout d'abord, je voudrais souligner que souvent ces discussions un peu négatives ou ces tendances négatives n'apportent pas grand-chose, mais puisqu'il faut les adresser, je vais le faire. Et donc, ce principe qui voudrait qu'on va devenir végétarien parce que notre totem pourrait être amené à manger le totem de l'autre. Et je pense que c'est une approche qui est vraiment simpliste et c'est une approche qui, en fait, projette la perspective de l'individu qui l'apporte et qui l'amène. Oui, il est clair qu'il y a certaines personnes qui vont essayer d'utiliser leur totem pour faire du mal. On ne va pas le nier. Par contre, on observe que dans la nature, certaines espèces sont prédateurs et d'autres vont être des proies. Donc c'est un fait qui est naturel, ce n'est pas un fait qui est péjoratif ou négatif en lui-même. C'est un fait que certains d'entre vous, parfois, semblent avoir du mal à accepter. Accepter que lorsque vous observez juste la forêt ou la jungle, vous vous rendez compte que certains animaux en tuent d'autres et que c'est ça qui permet aussi d'avoir un équilibre dans la biodiversité. Une fois qu'il y a la carcasse, l'animal a mangé la cascade, les vautours vont venir aussi se servir et puis le reste va être pris par des petits insectes dans la forêt. Même lorsque vous mettez une personne sous terre ou vous enterrez quelqu'un, des animaux et des insectes vont venir dévorer le reste de chair qui reste. C'est juste un fait, c'est pas quelque chose de nécessairement négatif. Ça fait contribue à la biodiversité et ça contribue au cycle de vie. D'autres plantes naîtront, d'autres animaux vont naître aussi et le cycle, lui, va continuer. Donc, moi, je ne vois pas du tout de problématiques si dans la nature et dans la biodiversité il y a des proies et il y a des prédateurs, il y a un équilibre qui est maintenu dans ce cycle-là, comme j'en ai parlé avec l'exemple du lion. Et bien sûr, même s'il y a des conflits de totems, généralement les totems ne doivent pas être utilisés pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, justement, je pense va même de soi que si quelqu'un est attaqué, il peut faire appel à son totem pour se protéger, ce qui est naturel. C'est un mécanisme de défense, tout comme quand l'animal lui-même est en danger, il peut faire appel à l'être humain avec qui il est associé, avec qui il a ce rapport symbiotique. Donc, je pense qu'il faut parfois mettre ses convictions personnelles de côté. Et c'est sûr qu'il est très difficile, je pense que je l'ai dit dans certaines de mes autres vidéos, qu'il est très difficile de comprendre cette relation symbiotique lorsqu'on n'y a pas... je dirais lorsqu'on n'y a pas été exposé ou et je dirais exposé assez jeune, lorsque vos préjugés ne sont pas déjà tout faits et figés et lorsqu'on ne l'a pas observé soi-même. Et je pense qu'une façon de rendre ça plus facile est justement de faire souvent cette observation de la nature. Donc je vous inviterai, pour ceux qui sont encore un peu polarisés par le cycle naturel de la biodiversité de la vie, de regarder des documentaires sur les animaux. Les documentaires qui ont été faits, des documentaires d'observation tout simplement, où on vous montre les images. Soit vous laissez le commentaire, soit vous éteignez même le commentaire et que vous prenez juste goût à regarder. Je vous inviterai aussi tout simplement à aller passer du temps dans la nature, à vous balader dans la forêt, à mettre vos mains dans le sol et vous allez sentir la vie qui grouille dans la terre. Donc tous ces êtres vivants sous terre, eux aussi ont besoin de manger.
Et ça nous amène justement sous terre, ceux qui vont être sous terre vont se nourrir de minéraux. Et donc ça nous amène justement au totem du monde des minéraux. Et donc cette relation entre l'homme et ces entités vivantes, parce que les minéraux, eux aussi, sont considérés comme des entités vivantes. Je pense que toute personne qui travaille avec des cristaux ou avec des roches et des pierres le sait, parce qu'il y a une vibration particulière de la roche et de la pierre. Bien sûr, c'est plus difficile pour ceux qui ne sont pas sensibles de percevoir cela. Et généralement aussi, justement, c'est pour ça qu'on dit que les cristaux ont un esprit à eux-mêmes. Donc il est très commun de perdre un cristal une fois qu'on a fini de travailler avec, qu'il disparaisse, de ne plus le retrouver chez soi, de trouver justement un cristaux par terre, d'avoir quelqu'un qui vous en donne un. On dit souvent que les cristaux, justement, ont un esprit à eux-mêmes. Ils choisissent les gens avec qui ils veulent travailler. Et lorsqu'ils ont fini le travail, si on ne les fait pas avancer, si on ne les renvoie pas à la nature, ils peuvent d'eux-mêmes décider de partir. Donc je sais que ça peut paraître un peu foufou ou wouhou, mais je pense que c'est ceux qui ont eu l'expérience de voir un cristal disparaître de leur chez-soi vont pouvoir justement facilement me rejoindre sur ce point. Donc, il ne s'agit pas seulement des cristaux, parce que souvent on montre les cristaux, on montre certains cristaux qui sont plus populaires que d'autres, mais les roches ont aussi une vibration à elles-mêmes. Et ça, en Afrique, on a beaucoup d'endroits, et moi je vais commencer par le Cameroun, où justement certaines roches ont un symbolisme très très important, et ce symbolisme-là, cette relation entre ce minéral et une personne, une famille, ou parfois même toute une communauté, est vraiment une relation qui est sacrée. On a par exemple le Ngok Lituba au Cameroun, qui est un endroit sacré où il y a eu plusieurs phénomènes, si on dirait comme certains l'appelleraient, des phénomènes paranormaux. Et qu'à un moment donné, l'Église catholique a essayé de rendre ça chrétien en y mettant une croix. Mais essentiellement, cet endroit sacré est encore un patrimoine qui démontre ou qui témoigne justement de la relation que les populations ont pu créer avec certains endroits et avec certaines roches. On a aussi, par exemple, au nord du Cameroun, le massif Oldémé, qui lui aussi est un endroit dans la montagne où on voit beaucoup de grosses roches. Cet endroit-là, particulièrement dans ce massif-là, est considéré comme un endroit du féminin sacré. Et on voit aussi que c'est un endroit où les gens habitent. Ils habitent en plein milieu des roches, dans un milieu qui pourrait être considéré par certains comme très hostile. Mais on voit aussi que le côté sacré, le côté divin, cette relation symbiotique qui est établie avec l'environnement, vient aussi parce que les gens sont présents dans cet environnement-là. Les populations indigènes ont vraiment eu cette tendance à observer et à vouloir connaître leur environnement et à vouloir se merger et vivre en harmonie et y découvrir justement la subtilité, la spiritualité qui les relie à cet environnement-là. Et donc on peut trouver justement des endroits sacrés, des endroits qui sont parfois même, qui ont parfois même un gardien, une personne bien établie, bien reconnue, qui va être chargée de transmettre justement le savoir de cette relation aux générations futures et de le préserver aussi pour empêcher qu'on ne détruise l'endroit, qu'on ne déstabilise aussi l'écosystème et la biodiversité qui y est. Donc, les cristaux peuvent être établis comme ça. On peut avoir des totems qui sont des cristaux qui sont des totems qui sont des cristaux. On a des cristaux qui sont partout, par exemple en Afrique, que ce soit en Afrique du Sud, l'œil de tigre, la malachite au Congo. Des cristaux se trouvent partout et les roches aussi. Et cette relation symbiotique permet justement à l'individu d'avoir une affinité avec ces roches-là, de ressentir la vibration et bien sûr de l'utiliser pour une variété de choses. On peut l'utiliser pour guérir, on peut l'utiliser pour faire des soins, on peut l'utiliser pour accéder à certaines informations qui sont dans la roche elle-même, qui, dépendamment de d'où la roche vient, on aura différentes informations, différentes vibrations et aussi différentes associations qui sont mises avec cette roche-là. Et donc c'est un monde qui est vraiment, vraiment vaste, qui peut prendre toute une vie pour découvrir et pour vraiment totalement, complètement apprécier. Certains d'entre nous qui sont chanceux d'y avoir juste exploré, d'y avoir juste tâtonné, d'y avoir vu juste la surface et qui justement restent émerveillés
à tout ce qu'il y a encore à découvrir, à percer et à explorer, à ajouter, parce que justement toutes ces relations symbiotiques se bâtissent au fur des générations et chaque génération apporte un peu plus aux connaissances qui sont déjà établies, apporte un peu plus à la sagesse qui a déjà été développée. Et maintenant, pour terminer le deuxième point, on va parler maintenant des plantes. Parce que j'ai eu de nombreuses discussions sur les plantes et il semble que très peu de personnes n'aient connaissance des plantes qui sont des totems et des totems qui sont des plantes. Et je trouvais pertinent justement de cette approche un peu plus en profondeur, de parler justement de ce monde vaste et de ce monde qui nous entoure et de cette relation-là qui existe aussi et qui, tout comme les autres relations totémiques, sont fondées justement sur un rapport symbiotique entre la plante et l'individu, la plante et une famille, la plante et une communauté spécifique. Et bien sûr, la manifestation la plus populaire de ça est de voir le praticien qui s'occupe des plantes, qui utilise les plantes. L'herbaliste parfois, on le distingue par différents noms, le medicine man dans les populations natives américaines. Et c'est vraiment l'individu, une famille ou une personne ou une femme ou un homme qui va vraiment avoir des connaissances et un rapport avec une plante spécifique. Avant d'aller un peu plus là-dedans, je voulais aussi souligner peut-être aussi le popularisme en ce moment de certains mouvements diététiques de style de vie, végétarien, etc., qui parfois, dans les échanges que j'ai avec certains individus, semblent mettre la vie animale au-dessus de la vie des plantes ou établir une certaine hiérarchie où la vie humaine serait tout en haut, ensuite celle des animaux et enfin celle des plantes. Et je voudrais souligner, bien sûr, il est naturel que la vie humaine soit dans cette perception-là tout en haut, puisque tout être vivant va avoir tendance à valuer un peu plus la vie des membres de son espèce que des autres. On le voit dans les animaux, on le voit dans la nature clairement. On va d'abord défendre les siens avant d'aller défendre les autres. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de regarder les vies ou d'évaluer les vies qui sont hors de notre espèce, les gens tendent justement à faire cet amalgame entre les plantes en disant qu'ils vont peut-être ne plus manger d'animaux parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir les animaux. Et ils sous-tendent par là qu'en mangeant des plantes, on ne les fait pas souffrir, on ne les tue pas. Donc, je vais aborder ce sujet qui parfois peut sembler un peu controversial parce que certaines personnes ont certaines philosophies ou certaines croyances ou certaines choses établies. Donc, si vous êtes quelqu'un de très sensible, je vais vous demander maintenant peut-être d'arrêter d'écouter cette vidéo si ça va évoquer en vous des sentiments que vous ne pourriez contrôler et qui vous pousseraient peut-être à laisser des commentaires désagréables. Ceci dit, pour vous qui voulez quand même apprendre un petit peu ou alors ouvrir un peu vos horizons sur d'autres perspectives, moi je vous inviterai à la mienne qui est tout simplement que la vie végétale n'a pas plus ou moins de valeur que toute autre vie sur cette planète. Et moi je prends vraiment la perspective de la biodiversité et du cycle de vie et de l'harmonie qui existe dans la nature. Ok, les plantes vont être mangées, certains animaux vont manger certaines plantes et certains autres animaux vont manger d'autres animaux. C'est un cycle de vie pour établir une balance, pour pas qu'il y ait une surpopulation d'une espèce particulière qui pourrait amener à des catastrophes. On a bien vu parfois, lorsqu'on parle justement de la disparition des abeilles, le problème que ça pourrait causer sur la planète. Donc la disparition de certaines espèces va être critique pour maintenir la balance de la biodiversité et du cycle de vie sur la planète. Donc chaque être vivant ici joue un rôle dans ce cycle de biodiversité. Donc un carnivore est carnivore pour une certaine raison si on regarde à l'échelle universelle, à l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'angle de la biodiversité. Un animal qui est végétarien, lui aussi va jouer un rôle spécifique. Les plantes et les animaux qui se nourrissent de minéraux aussi vont jouer un rôle spécifique. Et tout ça ensemble permet à la biodiversité et au cycle de fonctionner correctement et de maintenir une certaine balance, un certain équilibre entre les différentes espèces qui sont là.
Et bien sûr, je mettrai entre parenthèses, c'est sûr que l'homme a perturbé pas mal de ce cycle dans différents endroits, mais lorsqu'on regarde les populations indigènes, et c'est vraiment là la sagesse qu'on peut prendre de nos peuples, de nos ancêtres, et qu'ils s'efforçaient, eux, de vivre en harmonie avec l'environnement où ils étaient. Et donc, quand on fait cela, on s'amène à comprendre que lorsqu'on travaille avec les plantes, et je sais que beaucoup de personnes justement ne font pas ce travail avec les plantes, donc ils vont être un peu plus détachés de ce monde, être un peu détachés de ce contact-là. Un peu de la même manière que quelqu'un qui est propriétaire d'un animal domestique peut un peu être détaché de l'angle de perception de la liberté que l'animal sauvage a, que l'animal a dans son état naturel. Un exemple de ça, c'est que un animal dans son état naturel va être capable de trouver sa propre nourriture, de savoir ce qu'il doit faire. Or, lorsqu'on prend un animal domestique et on le met dans un environnement naturel, il ne va pas savoir où trouver sa nourriture parce qu'il n'a pas eu justement, il a été programmé pour s'attendre à ce qu'on le nourrisse. Donc, il faut prendre ce genre de choses en note qui font que nos perspectives, parfois, dépendamment de quelle société on a vécu et dépendamment de à quoi on a été exposé, peuvent nous mettre dans un carcan qui nous empêche ou qui rend un peu plus difficile notre capacité à comprendre ou à percevoir certaines choses. Donc, parfois, moi, quand je discutais et que je disais qu'un totem ne peut pas être un animal de compagnie, n'est pas un animal de compagnie qu'on tiendrait à la laisse ou qu'on enfermerait chez soi, c'est un animal qui est libre, c'est un animal qui peut vaquer où est-ce qu'il veut aller, quand est-ce qu'il veut aller, sans avoir sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et certainement pas à un humain, il n'appartient pas à un humain. Même si vous avez une relation symbiotique avec un totem, ce totem ne vous appartient pas en tant que tel. Cette relation peut être terminée suite justement à un malentendu ou à certaines actions posées d'une part ou d'autre. Donc, les plantes ont une capacité à écouter, ont une capacité sensorielle, tout comme nous. Elles peuvent ressentir la lumière, elles peuvent écouter ce qu'on leur dit, entendre des sons. Elles peuvent aussi se déplacer, elles peuvent communiquer entre elles peuvent sécréter toutes sortes de produits chimiques, de substances chimiques qui leur permettent aussi de passer leur message aux autres espèces autour d'elles et à d'autres plantes. Donc ce sont des entités qui sont intelligentes. C'est des entités aussi qui peuvent connaître ce qu'on appellerait la souffrance, que nous on projetterait pour dire que c'est de la souffrance. Lorsque vous la cueillez, vous la déchirez, vous la tirez de son environnement, elle est tout à fait coupée. Et ce n'est pas parce qu'on peut la mettre dans l'eau et qu'elle peut refaire ses racines qu'on pourrait établir qu'elle n'a pas de sensibilité, tout comme un animal auquel on serait en train de torturer. Donc il y a peut-être aussi cette relativité à avoir lorsqu'on commence à percevoir, à se dire que toute forme de vie a une valeur et une valeur qui ne peut être hiérarchisée. Et on est capable de dire cela lorsqu'on prend tout simplement l'angle de la biodiversité, l'angle du cycle et de l'équilibre qu'il faut avoir par la nature sur cette planète. Et donc, lorsqu'on prend comme ça, on voit que oui, les plantes ont des vertus, elles ont des caractéristiques bien précises. Chaque plante va avoir des propriétés aussi, une manière différente d'être utilisée, que ce soit lorsqu'elle est encore fraîche, lorsqu'elle est séchée, et lorsque le praticien lui-même va utiliser la plante, il demande toujours permission. Permission à la plante, permission à l'arbre pour prendre son écorce, mais il y a ce processus de communiquer avec la plante, communiquer avec l'arbre avant de juste l'utiliser. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de cette relation où on demande de l'assistance. On n'est pas juste en train de se servir. Les plantes ne sont pas là à notre service. Elles n'ont pas été créées pour notre bon vouloir ou pour qu'on puisse manger de la salade tous les jours. Ok ? Donc, il y a ce processus où le praticien va demander la permission d'utiliser la plante, va demander la permission de travailler avec la plante aussi par certains moments. Et donc, par là, il y a un accord qui se crée. Et un accord qui devient symbiotique parce que lui, il va savoir quand est-ce qu'il peut aller cueillir la plante, où est-ce qu'il peut aller chercher cette plante-là quand il en a besoin, et quelle quantité en prendre pour qu'elle puisse aussi perdurer. Et ça, c'est très essentiel, parce qu'on a vu des plantes, lorsqu'on en abuse, lorsqu'elles se sentent attaquées, qui vont se transformer, qui vont devenir agressives. On a vu des plantes qui peuvent pousser des épines alors qu'elles n'en avaient pas, et des plantes qui peuvent sécréter des substances toxiques
voire fatales, pour se défendre lorsqu'elles se sentent agressées. Et donc c'est très important aussi de voir la plante comme une entité à elle-même, une entité qui a le droit de vivre et de survivre. Ok? Et donc ceux qui ont cette relation-là vont avoir justement établir quelque chose de beaucoup plus, une relation de beaucoup plus en profondeur d'échange et justement de symbiotisme. On va donner à la plante, mais la plante va nous donner aussi. On va en prendre soin, on va aussi protéger son environnement. Ce sont vraiment des gardiens d'un certain environnement. Et les praticiens les plus anciens, justement, demeurent dans un environnement précis. Ils ne se déplacent pas à gauche, à droite. Ils restent là où ils sont. Et spécifiquement lorsqu'ils ont établi, justement, ce genre de relation avec une relation qui, justement, que moi, je catégoriserais dans la relation totémique. Et donc, voilà, la plante en elle-même a un certain pouvoir, a une certaine conscience aussi. Et donc, lorsqu'on demande permission de l'utiliser, lorsqu'on demande son aide, on se retrouve justement à commencer à établir une communication avec elle. Et donc, j'ai mentionné plutôt que lorsque justement, par exemple, quelqu'un veut utiliser un morceau d'écorce d'un arbre, il va demander la permission à cet arbre de le faire. Et ça nous amène justement aux arbres qui sont des totems. Et je vais prendre un peu de temps pour vous parler du baobab. Et le baobab est un arbre que j'ai beaucoup eu la chance de connaître et qui me fascine beaucoup. J'ai vécu pas mal d'années au Sénégal et c'est vraiment un endroit où on a vraiment accès à certaines observations, à certaines connaissances par rapport au baobab qui sont vraiment magnifiques et inestimables. Et donc bien sûr ce serait un sujet sur lequel je devrais probablement faire une vidéo entièrement à part, mais je voulais y toucher ici pour vous parler plus de la relation totémique avec les plantes et notamment avec les arbres et un arbre tel que le baobab. Donc déjà, rien que par sa taille, on peut voir que le baobab, être à côté d'un baobab, c'est vraiment prendre conscience de sa place dans l'univers. On est vraiment une petite goutte d'eau, une petite fourmi à côté d'un baobab à cause justement de sa taille et de sa présence. Et c'est un arbre, justement, il y a toute une histoire derrière l'histoire entre l'homme et les arbres et notre pouvoir de communication avec les arbres, le symbolisme derrière les arbres, et spécifiquement l'arbre au sein de la culture africaine, avec ce qu'on appelle souvent l'arbre de palabre. L'arbre qui est présent lorsqu'on a des discussions, lorsqu'on a des différends, lorsqu'on essaye de résoudre certaines problématiques. Et c'est un arbre qui a une certaine vibration, justement, qui va nous amener, justement, cette vibration de paix et d'harmonie, puis pour nous aider. Et c'est un peu une relation avec l'arbre de paix pour ceux d'entre vous qui ont vu cette vidéo-là que j'ai faite précédemment. Et donc, le baobab de sa carrure, de sa présence, va émettre une vibration qui va vraiment retentir dans l'environnement. Le baobab aussi a été établi comme un totem pour certains peuples, pour certaines ethnies et pour certains individus, et notamment les individus qui sont au service. Par exemple, dans certains endroits au Sénégal, les baobabs sont utilisés comme un cercueil. On y enterre certaines personnes. Et dans certains endroits, justement, on y enterre notamment les griots. Par exemple, chez le peuple sérère, les griots sont enterrés à l'intérieur du baobab. Leur corps est mis embaumé à l'intérieur du baobab. Et donc, quand vous pensez à la relation symbiotique entre l'homme et la plante, l'homme ici et l'arbre, c'est que cette chair qui est mise à l'intérieur, le corps de la personne qui est mise à l'intérieur va bien sûr, avec le temps, se putrifier, et puis tous les animaux les insectes vont se nourrir de ça. Une partie de la chair et tout ça va tomber à l'intérieur du sol et va être justement absorbé par les racines de l'arbre, et essentiellement cet individu, son ADN va être absorbé par l'environnement qui l'entoure et faire partie de l'arbre lui-même. Et quand on sait que le baobab aussi donne des fruits, le fruit du baobab est souvent appelé le pain de singe, qu'on peut manger soit dans l'état nature, soit aussi qu'on peut en faire une poudre qui est mélangée avec de l'eau pour faire certaines boissons aussi. Et on se rend compte en fait que justement, si on enterre des gens à l'intérieur du baobab et qu'il y a cette synchronicité entre les racines du baobab et les baobabs qui se nourrissent littéralement des restes de cet individu, et que ensuite nous on mange les fruits, on en mange les fruits parce qu'ils deviennent comme ça. Donc c'est un procédé maintenant qui permet de mettre en perspective la relation entre certaines personnes, l'arbre, et le fait que l'arbre, justement, sert la communauté. Il donne de l'ombre par sa carrure et sa stance, mais il donne aussi des fruits.
Et puis les individus, dans ce cas spécifique des sérères, sont des griots, des personnes qui sont au service de la communauté aussi. Donc même dans les activités qui se fait, on voit ici qu'il y a justement cette synchronicité, ce symbiotisme, cet échange, et qu'il y a aussi un parallèle entre les activités de l'homme qui a cette relation avec l'arbre et puis le service de l'arbre lui-même. Et donc, je voulais juste terminer avec ça pour dire que le vaste domaine des totems s'étend à tous les royaumes, à toutes les entités vivantes qui sont avec nous ici sur cette planète, qui peuvent échanger avec nous, avec lesquelles on peut communiquer, et avec lesquelles on peut justement, on devrait donner le respect qui leur est dû, et prendre conscience aussi de l'apport qu'ils nous font, sans les mépriser ou les dégrader ou les détrôner de la valeur, en reconnaissant justement de la valeur qu'ils ont et du bienfait qu'ils nous donnent. Donc, je vous inviterai toujours, même au niveau des plantes, je demande toujours aux gens s'il y a une recommandation à faire, c'est de manger locaux. Manger les plantes qui sont dans votre environnement. Manger les plantes qui sont des saisons, plutôt que de faire venir des choses d'ailleurs. Ceux qui veulent se reconnecter justement avec la nature, qui veulent rechercher en eux s'ils ont justement cette relation avec une plante particulière ou une entité particulière, parfois ça prend de se reconnecter à la nature où on est. Okay? Ou alors il va falloir changer d'environnement aussi. Ça peut aussi se faire comme ça. Donc j'espère que cette petite capsule a vous a apporté un petit peu plus d'informations sur ce sujet-là. Et bien sûr, n'hésitez pas avec vos commentaires et vos messages. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye. Salut!